avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Il y a un format que j'aime beaucoup dans mon podcast, c'est le format Leur histoire de parents. Pour resituer le sujet, j'interviewe séparément un parent, puis l'autre, sur la même chronologie, mais sur leur ressenti à eux, sur leur vision des choses. Et ensuite, chaque épisode est publié séparément, pour que vous puissiez voir en effet les différences de vécu, de ressenti. Et d'ailleurs, ce qui est très très intéressant des retours que j'ai des parents qui sont passés dans ce format-là, c'est qu'ils vont écouter l'histoire de l'autre, parfois comme ils ne l'ont jamais entendu. Et j'adore ça. Ça va souvent être rassurant, souvent être dans l'empathie, souvent créer de l'émotion et souvent se rendre compte que même dans les pires moments, en fait, il y a beaucoup d'amour. Et ça, c'est vraiment chouette, je pense, de se rappeler ça. Et puis, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de voir si les gens, si ces personnes que j'ai interviewées, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces deux histoires séparées ? Est-ce qu'on pourrait les mixer ensemble pour voir comme ça, est-ce qu'ils pourraient se répondre sur des mêmes moments, sur des passages qui se rapprochent ? Qu'est-ce que ça donnerait un petit peu comme ça, une conversation, mais où en fait ils sont pas ensemble. Juste, on va se faire se rapprocher les récits. Alors j'ai demandé à Alice Krief, qui monte les épisodes depuis toute cette saison 4, que vous avez sûrement aussi entendu sous son pseudo Les Belles Fréquences, et qui produit aussi ses propres podcasts. Eh bien, je lui ai demandé de voir ce qu'on pourrait faire pour articuler un peu ces deux épisodes séparés, pour les faire se rencontrer et voir ce que ça donnerait. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc merci beaucoup Alice pour ce travail formidable. Merci Nathanaël et merci Céline qui sont les tout premiers qui s'étaient prêtés à cet exercice de leur histoire de parents et qui seront donc les tout premiers à être remixés ensemble. Je vous laisse découvrir ça avec bien entendu la première question que j'ai posée à chacun d'entre eux pour commencer ces épisodes. D'où est venu ton désir d'enfant ? Je crois que l'origine de ça, c'est le lien que j'ai toujours eu avec les enfants quand j'étais animateur de centre de loisirs. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas, mais ça se passait hyper bien avec les enfants quand j'étais animateur. Je me sentais à l'aise, j'adorais ce qu'ils envoyaient. Mais vraiment, c'est-à-dire, putain, c'est cool cette émotion qu'il y a. Ils envoient quelque chose de simple et moi je le prenais et je m'en nourrissais et du coup je leur renvoyais par soit de l'énergie, de l'animation ou alors de l'imaginaire et on crée un imaginaire d'une animation et je sentais qu'on était sur la même longueur d'onde. Et je pense que ça vient de là au début, l'origine, tu vois, de mon côté. Nathanaël est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de lui, effectivement, sans vraiment m'en rendre compte. Je sortais d'une très longue relation, très compliquée. Et Nathanaël m'a sorti la tête de l'eau, donc je m'étais dit on va profiter à deux. Quand j'ai rencontré ma future femme, enfin ce qui est devenu ma femme et la mère de mes enfants, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où j'ai dit, dis donc, elle a ce même enthousiasme et cette même énergie. Et je crois que cette première origine est là, c'est de mon côté, de mon expérience de passé avec l'animation. Et également, j'ai ressenti cette même énergie avec ma femme, où j'ai dit, oula, je crois que j'ai la femme de ma vie et celle avec qui je vais pouvoir faire des enfants. Donc l'origine vient de là. Et après, la deuxième phase, au fur et à mesure du temps qu'on a construit notre couple, on avait déjà tous les deux vécu. C'est-à-dire qu'elle avait 25, j'en avais 26, fraîchement sortis des études tous les deux. Ça faisait 2-3 ans qu'on travaillait, donc on commençait à comprendre un peu, avoir notre vie, notre quotidien, etc., chacun de notre côté. Et donc on avait eu des expériences, etc. Donc du coup, là, quand on s'est rencontrés, que ça a été pour nous une évidence, au bout d'un moment, il n'y a pas eu forcément de discussion. C'était tu sais, des petits mots-clés, des fois, de temps en temps, dans un repas en amoureux, romantique. T'en penses quoi, toi, plus tard ? Donc, sur ça, on va dire, il n'y avait pas de souci. On verra bien. Et puis, tu sais, à 25-26 ans, aucune projection à part à J+2, quoi. En mode, qu'est-ce qu'on fait ce soir et qu'est-ce qu'on fait demain, quoi. Et tu as quand même cette idée de te projeter un peu plus loin, mais c'est pas du tout palpable. Enfin, tu vois, tu vis, t'es dans l'énergie, puis en plus, au début, t'es dans le couple, t'es dans la passion, tu vois. Alors, l'origine de mon désir, c'était surtout son désir. D'accord. Parce que on s'est rencontrés avec Nathanaël, il a très vite eu envie d'avoir des enfants, ce qui n'était pas forcément mon cas. Alors, je pensais un jour devenir maman, mais pas avant 35 ans, pas avant d'avoir voyagé, profité de la vie, toutes ces choses-là. Et au final, sur un petit rendez-vous classique, le petit check-up habituel, tombe une mauvaise nouvelle. J'ai une malformation, rien de bien grave, mais qui fait que je ne pourrais pas avoir d'enfant en claquant des doigts, comme on dit.
cette envie d'enfant est devenue viscérale. Voilà, j'avais bien pris conscience que finalement, non, on tombait pas enceinte comme ça et on décidait pas du jour au lendemain d'accueillir un enfant qui serait là 9 mois plus tard. Et donc, effectivement, l'envie est devenue plus que croissante et plus que viscérale. Voilà, c'était dans les tripes, comme on dit. Et donc, il en arrive la décision de qu'est-ce qu'on fait. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, on est très jeunes, j'ai que 24 ans à l'époque. Et donc, finalement, on décide de pas se prendre la tête et de voir venir. Et 15 jours après, je me lève le matin avec les premières nausées. Du coup, tous les matins, c'était « mais si, je suis enceinte, je suis sûre que je suis enceinte ». Et donc, du coup, Nathanaël, de me rappeler qu'on venait d'avoir un rendez-vous quand même 4 semaines plus tôt, où on m'annonçait donc que c'était pas trop possible. Donc, à essayer de me ramener les pieds sur terre. Et comme je disais, j'avais tous les petits symptômes de mal à la poitrine, mal au ventre, la nausée du matin, impossible de fumer ma cigarette au réveil, c'est qu'il y avait quelque chose. Et donc, effectivement, je fais des tests tous les matins, des tests négatifs jusqu'au matin. 5h moins le quart, je le réveille. Donc, avec cette petite barre qui commence à apparaître en criant « Tu vois, j'avais raison ». Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est que moi qui ai ce côté un peu romantique hollywoodien où j'aime bien, tu sais, il y a des fleurs, etc. J'aime bien que, tu vois, il y ait des émotions soient là, etc. Elle me l'annonce à 5h du mat, j'étais dans le lit. À peine réveillé. Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis enceinte, sans déconner. si, je te jure, je suis enceinte. C'est vrai, mais je croyais que t'étais nauséeuse, je croyais que voilà, t'étais malade, quoi. Non. Et alors là, l'aventure commence, quoi. Donc, on contacte le médecin qui confirme bien la grossesse, on a l'écho de datation, tout ça. Donc, effectivement, ça semble à peu près concret, à peu près réel, mais pas plus que ça finalement, parce qu'en fait, c'est terrible à dire, mais 2 mois de grossesse, je panique complètement en disant finalement, c'est pas pour moi, je suis trop jeune, c'est peut-être pas le moment, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce qu'on va y arriver ? C'est un peu la panique et puis je me sens seule. Terriblement seule dans cette maternité et finalement je me rends compte que j'ai un compagnon de vie qui est plutôt vaillant et qui me dit non, t'es pas toute seule, même s'il n'y a pas de figure maternelle à tes côtés, je vais être là, on va essayer à 2, on devrait y arriver. Pour moi, j'ai compris que j'étais papa le jour de l'accouchement, pas avant, mais vraiment pas avant. Et ça marque quand j'en parle avec des copains en mode putain, le gars il s'est pas bougé avant. Ouais, me demande pas pourquoi. C'est-à-dire que elle est tombée enceinte, j'ai 26 ans, encore bien nombriliste entre guillemets sur les soirées, faire ci, tiens j'ai ce projet-là, j'ai ceci, j'ai cela, tu vois, vraiment ce côté-là. Et donc du coup, j'ai compris que j'étais papa le jour où elle arrivait dans mes bras, concrètement, l'aînée. Ah ouais, là ça m'a fait bizarre, mais il y a pendant cette grossesse, la première, l'aînée, je me rappelle que j'étais très enthousiaste, énormément enthousiaste, pas forcément stressé, un peu stressé par rapport à la grossesse de ma femme, mais par contre, j'ai le souvenir que je me sentais détaché, complètement détaché, et il faut l'avouer, un peu paumé quand même. C'est-à-dire que, paumé parce que en fait, ça a été un peu compliqué le démarrage de la grossesse pour moi devenir père, parce que je suis issu d'une famille avec une mère dominante, voire très dominante, qui en devient même nocif, et un père complètement présent physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement absent, et dans son rôle de père absent. Et donc, du coup, en fait, j'étais très passif de la situation, émotionnellement. C'est-à-dire que psychologiquement, je ne construisais pas ce qui était devenu être père. Je pigeais pas. C'est le moment où l'aîné est arrivé dans mes bras que là, j'ai compris. Là, par contre, quand tu mets un enfant dans les bras, c'est fort, quoi. C'est très, très fort. Parce que, je me rappelle, j'ai eu un choc émotionnel. Hyper positif. Alors, moi, ça a été beaucoup de pleurs, de soulagement. En plus de ça, c'était aussi une chaleur... je me rappelle que je tremblais, tu vois. Et c'est là où j'ai pigé que j'étais devenu père. Quand tu n'es pas accompagné, en fait, du coup, t'as pas les codes. On te donne pas de conseils, quoi. Donc, du coup, épauler sa femme ou devenir père, tu sais pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que il n'existe pas de manuel, je le sais bien, mais tu sais pas. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment j'accompagne ma femme ? Ah tiens, là aujourd'hui elle a mal aux pieds. Ah tiens, là aujourd'hui elles se sont émotionnellement très bas. Là, je suivais pas le mouvement.
Et c'est là où il n'existe pas de monde parfait pour être bien entouré, mais 2-3 personnes ressources qui peuvent t'aider, putain, ça on aurait rêvé à cette époque-là. Et on l'avait pas. À part mon beau-père, qui est top de chez top, mais sinon, on l'avait pas, quoi. Moi, personnellement, de mon côté, je l'avais pas du tout. Pas de figure maternelle à mes côtés, un choix de vie, oui et non. Une relation très conflictuelle avec ma mère depuis toujours, depuis l'adolescence, et des moments où on se voit, des moments où on se voit plus. Et une décision prise par ma mère de ne plus se voir, puisqu'on avait des comportements pas adéquats l'une avec l'autre, et vraiment le plus sain pour nous deux étant de nous séparer, et en ayant tout à fait conscience, donc ça remonte à quand même 6 mois avant que je tombe enceinte, donc de rompre tout lien et en étant bien clair sur la suite de nos parcours de vie, où effectivement peut-être que je viendrai avoir des enfants, peut-être que je viendrai me marier et qu'elle ne ferait pas partie de cette aventure-là. Deuxième figure maternelle qui pour moi était très importante, c'était donc ma grand-mère, qui était donc ma deuxième figure maternelle, de qui j'étais très proche, qui était même une amie, elle était tout, ma grand-mère. On s'appelait beaucoup, même si elle était loin, elle était toujours de très bons conseils, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup manqué pendant cette grossesse. Elle nous a quittés donc en février 2014, juste avant que je rencontre Nathanaël justement. Et donc oui, elle aurait pu m'accompagner, alors pas forcément avec les bons conseils, mais elle aurait pu être là. Pour raconter l'environnement familial, c'est un point, beaucoup d'injonctions. Quand tu es dans un milieu un peu hostile, alors je veux pas dramatiser la situation, mais elle est vraie, elle est vraiment ça. C'est « Oh, te plains pas, tu l'as voulu cet enfant, donc il faut y aller maintenant. Tu te sens prêt ?» Les pressions. Et pression que tu ressens. Je me rappelle de « Oh là là, de toute façon, tu es trop stressé, va falloir que tu détendes avec l'enfant. » Que ça. Donc déjà, 1, t'es perdu. 2, tu sais pas ce que c'est d'être papa. Et en plus de ça, on te dit, va falloir que tu t'améliores sur ça et sur ça. Moins stressé, moins speed, t'es trop angoissé. Alors imagine bien que, en plus, si t'as des parents qui t'identifient comme t'es pas très bon déjà à la base, va falloir que tu t'améliores, t'imagines que le cheminement est compliqué. Tu te rattaches à tes figures d'amour, tu vois, et t'es là, t'as aucun lien. Donc du coup, j'étais un petit peu comme un insecte piégé dans une boîte, tu vois. C'est-à-dire que je tapais dans les murs, poum, pam, poum, pour essayer de trouver des réponses, et je me cognais un peu partout. Donc ma femme, elle me regardait un peu comme ça. Bon, il a un peu affolé, le pauvre, quoi. Tu vois. Mais elle sentait que j'étais présent. J'étais très attentif à son bien-être. Ça, par contre, je l'étais. Parce que quand tu l'aimes au plus profond de ton âme, t'as une empathie forte, et surtout, tu te dis comment faire pour que son bien-être soit élevé. Et quand elle te fait des infos du style je me sens seul un peu en ce moment parce qu'elle a eu un passé aussi difficile, t'essaies de combler comme tu peux, toi, pour essayer de lui envoyer des good vibes et de l'amour, quoi. Mais devenir père, j'avais cette passivité, je ne savais pas ce que c'était. J'avais pas d'image, une figure paternelle, donc je savais pas ce que c'était, quoi. Et donc, pour le coup, toi, tu trouves que tu as un partenaire de vie qui est plutôt vaillant, quoi, pendant la grossesse, qui est là et qui fait ce dont tu as besoin, qui fait ce que tu attends? Qui fait ce qui est attendu sur le papier. Il est avec moi, on va aux rendez-vous médicaux, il est présent à chaque écho ou presque. On réfléchit liste de naissance, le basique à 24-25 ans, quand on a un premier enfant, on cherche pas plus loin que qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Il a l'air d'être plutôt actif quand même, pour le coup, dans cette grossesse, quoi. Très impliqué, très motivé, très fier de je vais être papa. Alors c'est déjà quelqu'un de stressé, qui a besoin de beaucoup de contrôle et qui effectivement est très stressé, mais face au regard de l'autre. Et donc toi, à quel moment tu t'es sentie maman? Est-ce qu'il a fallu attendre l'accouchement? Est-ce qu'il y a un moment dans la grossesse où vraiment tu as eu ce basculement de te dire ok, là je sens que je vais être mère, je sens cette vie? J'étais très prise, j'étais très impliquée, on va dire, dans mon travail, avec une reprise d'études en parallèle, donc assez déconnectée cette grossesse. Alors oui, j'avais un ventre qui gonflait, j'avais des petits gargouillis dans le ventre le soir quand je rentrais, mais après, le suivi médical d'une grossesse classique, mais pas plus connectée que ça jusqu'au moment où on m'arrête. En fait, j'étais enceinte de 6 mois et demi. J'allais passer mon master. Et là, on me dit, mais non, en fait, là, il y a trop de contractions. Vous risquez d'accoucher maintenant. Ah oui. C'est beaucoup trop tôt. Donc, vous restez chez vous pendant 15 jours, le temps de voir un peu la suite.
Et là, il y a une prise de conscience de tout peut s'arrêter maintenant. Et c'est là que je me dis, oui, je suis enceinte, en fait, je porte la vie et ça peut s'arrêter. On n'est pas immortel et ça peut s'arrêter maintenant, quoi. Cette grossesse, on était vraiment sur une préparation beaucoup plus technique, je dirais, de l'arrivée d'un être humain supplémentaire dans notre quotidien. Donc, il nous fallait une maison, une chambre en plus, un lit pour l'accueillir. Mais alors, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que cododo. Pourquoi faire dormir un enfant dans notre chambre ? Aucune idée. Enfin, il fallait des habits, il fallait des biberons, fallait... Voilà. Préparer l'arrivée d'un bébé avec le livre de « J'attends mon enfant ». D'accord, ok. Et cet accouchement alors, comment ça se passe ? Alors cet accouchement, pour moi, il était hyper anxiogène. Ah bon ? J'étais hyper angoissée à l'idée d'aller accoucher. Alors je me rappelle encore ce pauvre Nathanaël qui a complètement paniqué parce que on arrive à notre terme de grossesse, enfin à mon terme de grossesse, pardon. Et cette petite qui ne sort pas. Donc on compte les jours, on attend, on voit, et arrive donc le jour J, on se dit c'est pour aujourd'hui. Ah ben non. Du coup, on se dit bon ben quand est-ce que c'est la fin ? Et il est où le protocole ? Quel est le processus de sortie ? Et au final, elle se présente donc la nuit suivante. Donc il est 00h30, on est devant une plateforme de streaming que tout le monde connaît. Et on est devant notre petit épisode. Et là, je perce la poche des os. Mais alors pour moi, ce n'était qu'une simple fuite urinaire normale, quoi. De grossesse, quoi. Exactement. Sauf qu'en fait, non, ça ne s'arrête pas. Et là, je panique. Non, je n'y vais pas. Comment ça, tu n'y vas pas ? Non, j'y vais pas. C'était pas pour moi. Laisse tomber. Je pleure. Je dis non, je n'y vais pas. Donc là, par contre, il a paniqué parce que tout était prêt. Hein. Le sac bien organisé dans la voiture, la checklist était prête et il y avait juste moi qui voulais pas y aller. Et donc finalement, il appelle l'hôpital pour dire que voilà, j'ai perdu les os. Et là, ils annoncent clairement, vous avez 1 heure pour arriver. Donc petite heure, finalement, je décompresse d'un coup. Donc je prends le temps de faire des pâtes bolo, de prendre une douche, de me mettre en situation parce que je me dis, il y en a pour 22 heures dans l'histoire. Donc prenons le temps, toi aussi. Prends une douche, fais-toi beau, tout va bien, on y va. Et donc on traverse tout Bordeaux, fenêtre ouverte, temps d'orage, fenêtre ouverte, à voir remonter tous les boulevards bordelais avec nos abribus, voilà, moi qui essaie de rigoler, de déstresser comme je peux. Et finalement, on arrive donc à l'hôpital, dans le hall d'entrée, je suis pieds nus puisque mes pieds ne rentrent plus dans aucune chaussure. Ça non plus, personne ne m'avait expliqué. Qu'on gonfle de partout jusqu'aux pieds. Et donc, on arrive en salle d'attente. Et là, on me dit « Oh mais non madame, c'est votre premier, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est pas pour ce soir. Puis il y a beaucoup de monde, donc vous attendez là. » Donc me voilà moi et mes petites contractions, toute seule à attendre pendant que monsieur finit de récupérer le sac, de faire l'inscription, etc. Et donc, on nous installe dans une petite salle Alors, c'est la salle de pré-travail. En gros, c'est une petite chambre avec juste une petite salle de bain. Et donc, on nous met devant la télé à regarder les émissions, tu sais, à 2h du matin. Chasse et pêche. Ah non, les trucs avec les policiers, là. Les enquêtes exclusives et compagnie. Voilà. C'est bien, c'est pas anxiogène. Ah non, pas du tout. Et alors, j'essaie de me rappeler, j'ai mes fiches de la sage-femme avec toutes les positions pour soulager à peu près les contractions. Et je dis à Nathanaël, j'ai mal. Et alors, en bonhomme qui veut rassurer sa tendre compagne, qui me dit non, mais c'est que le début, ma chérie. Écoute à côté comment elle crie. Tu vas souffrir. Donc, du coup, la sage-femme passe et elle me dit oh non, c'est pas pour ce soir. Là, il y a 3 fois rien au monito. C'est vraiment pas pour ce soir. Allez prendre une douche, ça va vous faire du bien. Et donc là, je commence un petit peu plus à m'inquiéter parce que j'ai très mal. J'ai vraiment très mal. Et je dis à Nathanaël, je me sens pas bien. Vraiment, j'ai mal. Je crois que je peux pas le faire. Commence l'accouchement. Donc là, je suis présent, mais complètement perdu. C'est-à-dire que tu vois les professionnels qui font l'accouchement et tu te sens un peu extérieur. Allez, monsieur, aidez un peu. Donc j'aide. Et là, j'ai eu un coach. Il a pris le relais. Il m'a vraiment coaché en mode prends ta douche. Il a été vraiment hyper actif en mode massage, me suspendre autour de son cou, enfin le basique qu'on demande aux compagnons à ce moment-là. Et c'est là que je lui dis là je tiens plus, j'ai vraiment mal. Et il me dit ouais mais tu cries pas, tu dis rien, donc c'est que t'as pas si mal que ça, c'est que le début. Tiens le coup, ça va aller. Je lui dis appelle quand même la sage-femme, je te promets j'ai mal. Effectivement elle arrive, on m'ausculte et je suis à 4. Bon,
Là, du coup, il panique. Ah bon, bah mince, alors du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on vous passe en salle de naissance. Et donc là, on nous passe en salle de naissance et on me pose une péri qui, soi-disant, c'est censé soulager la péridurale. Sauf que ben, moi, je sens pas grande différence. J'ai toujours autant mal. Et puis, si, j'ai les pieds froids, j'ai des fourmillements dans les mains. Et je me dis, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et puis Nathanaël, bah, du coup, fait une sieste. Hein. Il me demande gentiment de décaler mes jambes pour pouvoir s'allonger la tête sur la table d'accouchement. Mais il s'endort pendant à peu près 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Et là rentre, alors je ne saurais pas dire son prénom, un homme auxiliaire de puère qui m'a suivi pendant tout mon séjour à l'hôpital et il rentre en tapant des mains. Et il applaudit, mais tellement fort que Nathanaël sursaute et il dit « Eh ben chapeau, des années que je fais ce métier, j'en ai jamais vu un oser dormir sur la table d'accouchement. » Et puis finalement, non, ça se passe, on me détend, on me dit ça va bien se passer madame. J'ai conscience que qu'on est sécurisé, il y a du monde, voilà, si ça doit mal se passer, il y a du monde autour de nous. Sauf que finalement, cette petite tarde à sortir, on me change de position parce que soi-disant elle s'est retournée, enfin je comprends pas trop ce qui se passe. Et donc là arrive le moment où on me dit c'est bon madame, va falloir pousser. Position basique, les pieds dans les étriers, Nathanaël à côté qui dit ça va aller, tu vas le faire, ouais. Donc brumisateur dans la tronche, enfin tout ce qui va bien. Il était opérationnel. Et sauf que donc du coup, la petite reste coincée. Donc on dit oui madame, si vous y mettez pas du vôtre, là va falloir soit qu'on appelle un obstétricien, enfin faut qu'on appelle le docteur pour qu'il vienne vous aider à la sortir. Et là, non. non, parce que je suis pas arrivée jusque-là pour pas y arriver toute seule, en fait. Et donc, du coup, là, elle accouche, moment de bonheur intersidéral. Ça, je vais pas cacher mon mot. Et sauf que là, c'est le drame. Le drame pour mon petit corps. C'est-à-dire que je pousse, donc ma fille sort. On me dit, allez-y, attrapez-la. Parce que ça faisait partie de mon projet naissance, je voulais l'attraper toute seule. Et donc, on la met sur moi, donc joli bébé de 4,50 kg, qu'on pose sur moi. Et sauf que là, c'est la panique. Je vois plus Nathanaël. Et j'entends code pourpre. Et là, ça court dans tous les sens autour de nous. Et j'ai juste ma petite sur moi. Et on me dit, ça va aller madame, ça va aller, vous inquiétez pas. Et je dis, mais allez-y, allez vous occuper de la dame. Nathanaël, t'es où? Chérie, t'es où? Donc là, je commence à vraiment stresser. Je vois ma femme qui n'est pas du tout celle que je connais, qui devient pâle et qui va pas du tout. Et là, je me retrouve avec ma femme qui est comme tout le temps dans les vapes, parce qu'elle a perdu énormément de sang, et moi avec l'enfant. Et en fait, elle est là, la parentalité, quoi. En fait, c'est quand tu es face à tes propres responsabilités. Moi, je fonctionne par des émotions, des tempêtes émotionnelles, quoi. Elle était forte parce qu'il y a eu le côté très bisounours, tu vois. Et après, le côté hop, je te rappelle la réalité. Là, en fait, on est dans un moment soin très compliqué. Tu voyais tous les professionnels arriver autour de Céline et moi avec le bébé. Et au bout d'un moment, j'ai ma femme qui dit, il est où le papa? Il est là, vous allez prendre le bébé maintenant? Oui, ok, d'accord, donc je prends le bébé. Et je vois tout le monde autour de Céline en train de parler de code pourpre, tu vois. Alors là, le problème médico-social, petit problème, c'est que je pigeais le code pourpre. J'étais, putain, quand ils disent ça, c'est que c'est pas bon signe, quoi. Et j'étais avec le bébé comme ça. Et là, tu te rends compte que ça y est, t'y es, quoi. T'y es vraiment. Et sauf que du coup, on n'a pas ce moment de la rencontre à trois, on est heureux. J'ai Nathanaël qui est assis derrière moi, donc sur une chaise, qui laisse passer les deux obstétriciens. Je saurais même plus te dire combien de personnes il y avait autour de nous. J'entends ciseaux à clamper, j'entends regarder dans la bassine. Enfin, il y a de l'animation autour de moi et en fait, je fais une hémorragie de la délivrance. Donc ça dure plusieurs minutes, je saurais pas te dire combien. Et moi, je me sens dans les choux. Mais dans les vapes. Donc du coup, c'est Nathanaël qui fait le pot à pot. Enfin, c'est lui qui accueille sa fille. Au final, moi, je me retrouve entourée de médecins avec couverture, comme ils peuvent, poche de fer, prise de sang, etc. Et au final, j'ai pas vraiment cette rencontre avec ma fille qui, du coup, a été nourrie au biberon direct. Et là, on avait dit à personne qu'on partait à la maternité. On voulait que ce soit notre moment à nous. C'était très important pour nous que ce soit notre moment. Première chose que je fais, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère. Allô, maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'étais sur mon petit nuage, même s'il y avait le stress de... Qu'est-ce qui se passe? Pour dire que
j'étais papa. Ah ok, t'aurais pu nous le dire avant, et elle raccroche. Et en fait, c'est très dur quand tu passes de cette émotion-là à celle de ton environnement, de ton passé, de ton présent, qui te ramène mais violemment au sol en mode hop, 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 sois pas trop heureux quand même, tu vois. Donc du coup, on nous remonte en chambre au bout de 7-8 heures. Et là, c'est le défilé, comme il se doit. Et du coup, il y a mon père très inquiet qui vient, ma sœur, je saurais même plus te dire, ma belle-mère avec le beau-père. J'étais dans les vapes. Je te promets, je me suis pas occupée de ma fille, j'avais pas la force de me lever. Enfin, on m'a accroché un petit cododo. Et c'est le seul truc que je faisais avec ma fille. En fait, j'avais même pas la force ni de la nourrir, ni de la changer. J'ai passé quelques jours plutôt compliqués. Et pas forcément à percuter que ça y est, c'était fini, en fait. Du tout. On a eu 7 jours avec l'aîné à la maternité. Tu découvres tout, hein. Donc le bain, tu découvres plein de choses. On a fait venir quand même les membres de la famille proches, donc vraiment les parents, et voilà. Donc on arrive à la maison. Alors, premier point, encore un moment hostile qui arrive, ma mère qui veut faire la fête des mères. Tu sens un peu comme si on se faisait voler le moment, tu vois. On rentre juste de la maison, donc imagine en plus que ma femme a perdu, ça fait 7 jours qu'elle est hospitalisée. Donc déjà, premier jour, ça passe très mal, je suis mais ça bouge trop, quoi. Et au final, je pense que j'ai pris conscience que j'étais maman quand j'ai paniqué parce qu'on m'a dit « faut rentrer chez vous, madame ». Et là, je me suis effondrée, là j'ai pleuré tout ce que je savais. J'ai dit à Nathanaël, mais on va faire comment ? Tous les deux. Bon, il gérait très bien, il a dormi sur place, le pauvre, pendant 5-6 jours, on était à l'hôpital. Il gérait, il était formé, il savait donner un biberon, il savait changer une couche, il savait faire le bain, parce que c'est à lui qu'on a expliqué comment faire le bain. Mais moi, j'étais complètement angoissée à l'idée de me retrouver à la maison. Et finalement, on l'a fait. On l'a fait, on est rentrés, on s'est retrouvés tous les trois, et en bonne... girondine que je suis devenue, m'attendait une bouteille de rouge, un morceau de viande, et puis on a passé notre repas en tête-à-tête à croire qu'on pouvait se faire un apéro avec un nouveau-né d'1 semaine. Et en fait, là où c'est bien, c'est qu'il y a eu un temps off où on a dit, pendant 15 jours, je crois, ou un mois, on a vraiment fait en sorte de ne pas avoir de visite. Et là, tu découvres. Et tu découvres quelque chose de beau, mais tellement compliqué. Un pleur, un bébé, des soins, de l'angoisse, du stress, des questions, de l'amour. On ne se rend pas compte, avant d'être parent, tout ce qui arrive dans son corps, dans ses émotions, dans ses pensées. Et ça s'est passé comme on a pu, en fait. Concrètement, c'est vraiment ça qui s'est passé. On a essayé de gérer au jour le jour. Dans sa famille, dans ma famille, dans notre entourage de copains, on était les premiers à amener un enfant. Donc ça a été très compliqué de faire notre place et d'oser dire nous on sait ce qui est bon pour elle et laissez-nous essayer en fait. Laissez-nous faire, laissez-nous tenter, on évite de passer pour des hippies, des hippies de l'éducation parce qu'on nous disait mais si, il faut que tu la laisses pleurer ta fille. Le soir, il faut que tu la mettes dans sa chambre et il faut la laisser pleurer. C'est comme ça qu'elle va s'endormir. Mais sauf que moi, j'ai essayé. Hein. Je te jure, j'ai essayé. En plus, je m'en veux aujourd'hui. Mais j'ai essayé de la laisser pleurer dans sa chambre. Et sauf que je tenais 3 minutes derrière la porte, moi-même en pleurs. Moi, je sentais de côté de mes parents qu'il fallait pas trop s'en fier. Je commençais à piger un truc, tu vois. Je commençais à dire, oula, il y a des trucs qui vont pas là. J'appelle mes parents et tout. Mais non, laisse-la pleurer, ça fera pas de mal. Et je vois ma femme de son côté qui dit non, faut pas la laisser pleurer. Et ça a créé des conflits avec Nathanaël à ce moment-là. Parce que ce que disaient ses parents, ce que disait notre entourage, c'était la vérité vraie. Et c'était comme ça qu'il fallait faire parce que, comme tu le dis si bien, on n'en est pas mort. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que moi, à l'intérieur, tu vois, ça me bouffe. J'y arrive pas. J'arrive pas à la laisser pleurer, j'arrive pas à écouter ses conseils de la laisser dans un transat. Non, je l'ai en portage tout le temps dans une écharpe. Alors ça, c'était Nathanaël qui avait eu l'initiative du portage, je ne connaissais pas. Et au final, d'avoir ma fille dans cette écharpe toute la journée, c'était plus que viscéral, quoi. J'en avais besoin. Et je faisais tout avec elle. Le ménage, j'allais aux toilettes avec elle en écharpe. Et au fur et à mesure du temps, je commence de plus en plus à pas écouter mes figures paternelles et maternelles, mais ma femme, qui avait un ressenti
Et je voudrais vraiment dire quelque chose. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce qu'en fait, on fait ce qu'on peut déjà avec nos armes. Et en plus, je peux vous assurer que votre enfant, lui, vous écoute. Donc, du coup, on était là complètement perdus, mais en même temps, acteurs. Là, vraiment, on était acteurs. Et bien, on avait envie de faire du portage bébé. Ben, on a fait du portage bébé. Tu vois ? On s'est mis dedans. Premières injonctions. Arrête de la garder dans les bras, cette petite. Elle va jamais s'en défaire et t'arriveras même pas à lui faire dodo. Elle voudra tout le temps les bras. Ça commence. Et là, tu commences à créer une distance. C'est-à-dire que là, on commençait à vivre quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que on commençait à recréer notre couple, en fait. On recrée une deuxième version du couple. Notre aîné qui s'imbrique là-dedans, avec nos angoisses, nos stress, nos peurs et tout ça. Et d'un autre côté, on commence à s'éloigner d'une partie de la famille, gentiment, en disant, nous, en fait, on n'est pas d'accord. Et bien ça, c'est très dur à faire. Très, 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 très dur. Parce que on te dit qu'ils ont le savoir. Et en plus de ça, tu es jeune parent, donc tu ne sais pas. Nous, on l'a vécu énormément comme ça avec ma femme. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que ma femme, elle était là et elle était dans la bienveillance, dans l'amour, en fait, tout simplement. Elle était dans l'amour. Et moi, je voulais donner de l'amour aussi au bébé et à ma femme. Donc, du coup, on commençait à se comprendre, même s'il y avait des trucs que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que tout le long de ce cheminement de parents et d'accompagner l'aîné dans son développement, il y a un truc que je ne comprenais pas, le pleur. Je n'arrivais pas à identifier pourquoi. J'étais, mais pourquoi elle pleure ? Et ça m'agaçait. Et ça m'énervait. Et j'étais, mais il faut la laisser pleurer 5 minutes. Oh là, ça doit être un caprice. Allez, c'est parti. Je commençais des choses comme ça. Et c'est facile de donner une réponse, c'est sûr. Mais du coup, c'était plein d'exemples comme ça. Quelque chose que je faisais aussi quand elle était bébé, mon aîné, j'ai voulu très vite qu'elle aille dans sa chambre. Parce qu'on m'a toujours dit, faut laisser pleurer un bébé et faut l'habituer à sa chambre pour qu'il dorme. Le lit conjugal, c'est le lit conjugal. Le lit de l'enfant, c'est le lit de l'enfant. Donc notre aîné, à l'âge de 3-4 mois, elle était déjà dans sa chambre. Et je l'ai imposé à ma femme, vraiment. C'est-à-dire que elle était perdue aussi dans son cheminement de maman et avec le bébé. Et elle m'a dit oui. C'est quelque chose que je regrette maintenant, mais elle a dit oui. Et donc du coup, hop là, c'était direct dans sa chambre et je ne comprenais pas pourquoi il y avait du cododo. Et donc du coup, moi j'étais dans ce cycle-là pour l'aîné. Et dernier point, j'étais aussi sur la domination. J'avais l'impression qu'être papa, c'était de dominer mon enfant. Mais quand je dis ça, c'était par les gros yeux. Un ton inquisiteur. Un ton sec. C'était pour moi ça d'être parent, pour se faire respecter. Mais vraiment. C'est-à-dire que notre aînée, par rapport à la deuxième, quand on en parlera, elle a essuyé pas mal de plâtre, la pauvre, et je t'aime fort, mais c'est vrai que sur le coup, elle a vécu des choses... qui maintenant, avec le recul, je ne le ferai plus. Mais c'était ça pour moi. Mais pendant les 3 premières années de mon aîné, j'étais dans ce thème-là. Fais ci, fais ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu es là, mais attends. J'ai demandé à mon aîné d'être sage. Pour moi, la sagesse, c'était être sage, c'était donner une bonne éducation à son enfant. Mais j'en étais persuadé. C'est-à-dire que elle range, faut qu'elle range. Faut qu'elle dise bonjour, bien sûr, la politesse, mais surtout qu'elle fasse pas trop de bruit chez les gens. Si elle peut éviter, tu vois, de faire trop de bruit dans le foyer, c'est encore mieux, tu vois. Parce que sinon ça m'emmerde, quoi, concrètement. Tu vois ? C'était ça. C'était vraiment ça. C'était aussi j'étais brusque avec elle. Je la prenais par l'avant-bras. Et je la tirais un peu, tu vois. Et je sentais en moi cette colère immaîtrisable, tu vois. Pas de fessée, pas de baffe par contre, tu vois. Ça non, j'ai jamais fait. Mais je tirais le bras. Tu vas là. Tu vas ici. Tu vas là. Je m'imposais parce que de toute façon, j'étais paumé. Je savais même pas comment on faisait. Donc, et je voyais que ma femme, elle me regardait en mode non. Ah mais par contre, ça marche pas comme ça en fait ici. Et la chance que j'avais, c'est que ma femme, je l'écoutais fortement. Elle a été le déclencheur de beaucoup de choses et sur ça, ouais. J'ai toujours été... la parentalité, voilà comment je l'ai accueillie pour l'aîné. Il y a l'air d'y avoir une petite différence quand même entre Nathanaël et toi sur le sujet ? Alors, pas tout de suite au final. On se rend compte que, on va dire, les premiers mois, c'est hyper facile. C'est hyper technique.
on nourrit l'enfant, on lave l'enfant, on couche l'enfant. Jusque-là, il n'y a pas de débat à avoir au final. Est-ce que tu veux lui faire goûter aujourd'hui la courgette ou la carotte? Enfin, je veux dire, même à l'époque, il n'y a même pas la question de la DME qui se pose à la maison. Donc, il n'y a pas de débat. Tout va bien, on est heureux, c'est comme une évidence d'être à 3, et puis arrive le moment où l'enfant s'oppose. Où l'aîné, donc du coup, cherche nos limites, comme nous explique la nounou à ce moment-là. Et c'est là que il faut mettre un cadre. C'est maintenant, parce qu'après, vous allez vous faire bouffer, et alors ça, on en a entendu, et on en a mangé de ce genre de réflexion pendant tellement longtemps. Et donc, c'était la nounou, c'était les beaux-parents, c'était... Même mon père, il l'a tenté au début. Et au final, on a été écoutés en premier par mon père, justement. Et encore d'ailleurs en dernier aussi par mon père. Hein, parce que d'ailleurs, je crois que c'est le seul qui écoute et qui entend notre point de vue de hippie. Mais donc du coup, la nounou commence à nous dire qu'il faut lui mettre le cadre. Et effectivement, c'est là qu'on commence à hausser le ton, à parler fort à l'enfant, à donner des ordres à l'enfant. Et là, moi, j'y arrive pas en fait. Et je pleure. Tous les soirs, je couche ma fille, je pleure et je me dis non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, je peux pas être cette mère-là en fait. Je m'étais toujours promis, du moment où je suis tombée enceinte, que ma fille ne me craindrait pas comme moi j'ai craint ma propre mère. Et donc du coup, ça n'était pas terminé, hein. Attention qu'on se le dise, je crie encore. Mais par contre, on allait écouter le pourquoi elle était si mal au final. Pourquoi ces cris, pourquoi ces pleurs, pourquoi en devenir rouge écarlate et comment la rassurer. Et donc, c'est là que en fait, on entre en conflit, Nathanaël et moi. Mais non, je te promets, ma mère, elle dit que... Bah ouais. Mais alors, en fait, ta mère, elle dit que... Mais regarde où on en est aujourd'hui. et au final, ça devient compliqué parce qu'on est sur des scènes de violence éducative, hein, parce que on va l'appeler comme ça, on va pas se mentir. On n'en est pas à frapper notre fille, hein, attention, mais on en est à la laisser à table pour qu'elle mange. Finis ton assiette. Une fois, je rentre de je ne sais plus où, du travail, un truc comme ça. Et j'arrive à la maison, et Céline était épuisée. L'aînée avait été compliquée, dans le sens compliqué, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment vidé l'énergie de ma femme, tu vois, de Céline, quoi. Elle me dit, j'en peux plus, elle m'écoute pas. Tu sais, à l'âge de 2 ans, ils sont vraiment tout azimut. Tu peux leur dire oui ou non, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Elle me dit, j'arrive pas à elle veut pas aller se coucher. Je la prends par l'avant-bras, je la mets sur les toilettes, je dis, tu fais pipi. Déjà. Donc t'imagines ce que je lui ai fait faire? Enfin, un truc terrible, quoi. Tu fais pipi. Et là, j'ai dit, j'entends pas ton pipi. Et là, j'ai ma femme qui sort du canapé et qui dit, là, t'es en train de traumatiser notre fille. Soit tu fais une thérapie, j'ai l'impression de voir ta mère, soit c'est fini. Et donc, on en arrive à prendre la décision, donc avec Nathanaël, de mettre en place une thérapie. Alors, au départ, on pense à une thérapie de couple. Et en fait, on se rend compte que le problème, il est plus profond que ça. C'est nous deux séparément d'abord. Parce qu'en fait, on est 2 individus qui avons généré un petit être humain. et en fait, on a nos bagages tous les deux, chacun de notre côté. Et sauf qu'en fait, il en va de la sécurité, sécurité mentale, hein, de notre fille. J'ai une nuit où j'ai pas dormi. 3 semaines après, je prenais rendez-vous avec une thérapeute. Et là, il s'en est, en parallèle du cheminement, c'était 2 ans de thérapie. Ça a été 2 ans de réparer l'enfant intérieur et de lui faire un gros câlin, quoi. C'était vraiment ça. Hein. En fait, c'est vraiment cette sensation que j'ai en mode, ok, t'es une victime, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, t'avances, et puis voilà. Et puis, donc, ça a été un énorme chamboulement, cette thérapie. Et une thérapie, c'est pas anodin. Ça brasse beaucoup, et tu es beaucoup auto-centré sur le moment. Et j'ai un peu oublié pendant ce temps-là ma femme et mon aîné, concrètement, parce que, en fait, j'avais l'impression de revivre une enfance, adolescence. Alors, l'adolescence, c'est ma femme qui a pris, hein. En mode, j'étais femme égale mère, donc opposition. Ma fille n'était pas très existante pour moi, tu vois. Mon aîné, c'était pas trop, quoi. Et puis, au bout d'un moment, je voyais que je commençais à la thérapie. Ça se fait toute une vie, normalement. Hein, mais là, au bout de 2 ans, j'ai fait comme une pause. Au bout d'un moment, je voyais qu'elle commençait à aller sur de la relaxation. Donc, je sentais qu'on avait fait un bon travail. C'est-à-dire, c'était de la relaxation pour exprimer ses émotions, parce que j'avais jamais pu les exprimer auparavant. Parce que j'avais des parents qui étaient soit sages. Et là,
ça y est, je commençais à accueillir ma femme et à accueillir ma fille, en fait. Il a fallu 3 ans quand même. Moi, je me sens un peu perdue parce que je ne sais pas, enfin, c'est une situation plus qu'inédite pour moi, au final, d'accompagner quelqu'un en pleine thérapie. Donc, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé le soir. Est-ce qu'il va arriver tout heureux? Est-ce qu'il va être super triste? Sur quoi il va avoir travaillé aujourd'hui? C'est surtout les rendez-vous après la psy. On se dit dans quel état je vais le récupérer parce que je te cache pas que parfois il en sort et puis il m'appelle et il est en pleurs et il prend conscience de choses qui ont eu lieu dans son enfance. Il dit putain mais je fais ça à ma fille en fait, je fais subir ça à ma fille à cause de ça. Et donc moi ça me déstabilise parce que d'un côté je sais pas trop comment le soulager de ça parce que je sais que c'est un chemin personnel à parcourir. Mais d'un côté je suis tellement fière. Mais tellement fière de lui, je te promets, c'est... tout le monde le dit, qu'on est très cuit les oiseaux avec Nathanaël et que tout est beau, tout est rose, alors que c'est pas le cas, mais on s'aime tellement fort, je suis tellement fière de l'homme qu'il devient et du papa qu'il est. Et deuxième basculement, c'est ton podcast avec André Stern. C'est-à-dire que ma femme commence à se renseigner, pendant que moi, je suis encore à faire ma thérapie, moi je me reconstruis, je me guéris, en oubliant un peu au passage les gens sur les côtés. Moi, je l'ai écouté dans une des siestes en portage, à me balader avec des écouteurs dans les oreilles et à écouter l'épisode qui avait chamboulé les réseaux sociaux la veille au soir. Et comme tout le monde en parlait, du coup, j'ai écouté ça et j'ai dit à Nathanaël, je l'ai appelé, il était au travail, je me revois encore, il faut que tu écoutes ça en rentrant. Je savais que ma femme, elle avait raison, je le voyais, elle est d'une intelligence de vie incroyable. Elle m'impressionne, elle me fascine, ma femme. Concrètement, je ne vais pas te mentir, elle me fascine. Intellectuellement, elle me fascine énormément sur la maternité et sur la parentalité aussi. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il dit « Écoute ce podcast. » À ce qui paraît, il est assez incroyable. J'étais sur la Rouste, donc en train d'écouter ton podcast, et 2 choses m'ont déjà marqué. Ta voix et celle d'André Stern. Calme, apaisé. Tout ce que j'étais en plein processus à ce moment-là. À m'apaiser pour après pouvoir accueillir l'amour de mon enfant, tu vois. J'en étais là. Et là, il y a un truc qui m'a séché sur place. Mais quand je te dis séché, tu vas voir. Fais pas ci, fais pas ça. Au bout d'un moment, dans le podcast, ça fait un truc comme ça. Et il parlait d'une cocotte minute. Et là, il fait, au bout d'un moment, vous leur donnez tellement d'injonctions, faites pas ci, faites pas ça. C'est une cocotte minute. Et au bout d'un moment, il faudrait peut-être faire... Au moment où, dans le podcast, je te jure que c'est vrai, où ça fait... j'ai pleuré. Tu sais pourquoi? Parce que ça m'a rappelé tout ce que mes parents, injonction, sage, et tout ce que je faisais à mon aîné et ma femme. C'était totalement ça. J'ai, pendant 3 ans, les 3 premières années de parentalité et d'éducation auprès d'enfants, je faisais ça. Et je fonds aux larmes et me demande pas pourquoi, ça n'a aucune connotation chrétienne ou autre, j'en sais rien. Je te jure que c'est vrai, j'avais l'impression que la rocade était plus lumineuse. 2 semaines se passent. Rien de plus. Pendant que ma femme, elle potasse, elle a déjà fait, elle a 15 pieds d'avance sur moi, tu vois, elle commence déjà à mettre des choses en place dans l'éducation, tu vois. Accueille son pleur, écoute, qu'est-ce qu'elle a à te dire, arrête de lui couper la parole. Tu vois, pendant ce temps-là, elle m'envoie des messages positifs, en mode, moi je le fais, mais suis-moi par contre. Tu vois, je commence à être soigné. Donc du coup, je commence à réécouter ma femme, réécouter ma fille. Et là, je vais en thérapie. C'est là où je commence à vouloir arrêter, tu vois. Je descends de la thérapie, j'appelle ma femme, je tombe en pleurs et je lui dis merci. Je lui dis merci parce que elle est incroyablement belle de l'intérieur et de l'extérieur. Elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, être parent, c'est beau. C'est beau d'être parent. C'est dur, oui, mais en fait, c'est tellement beau. C'est beau d'amour, de lumière, de joie, de câlins, de questionnement, mais en fait les questionnements, faut pas les voir négatifs, faut les voir positifs en fait. Et ma femme, elle avait ça au fond d'elle, elle m'a supporté pendant 3 ans à pas être d'accord avec ce que je voulais amener à l'éducation, ce que j'avais comme représentation d'elle, représentation de mon aîné. Elle a été patiente, il a fallu qu'elle me bouscule, mais que pour du bon, quoi. Et donc cette émotion là, en fait, je lui rends maintenant, j'essaie en tout cas, en essayant d'être un père tellement plein d'écoute et d'empathie et de reconnaissance, en fait, ce qui n'est pas forcément facile parce que j'ai pas du tout ce cursus-là, entre guillemets, cette éducation-là.
Et je l'ai remerciée. J'ai pleuré. Je lui ai dit merci. Elle savait pas comment l'accueillir, la pauvre. Mais en fait, vraiment, c'est la femme de ma vie, quoi. Enfin, vraiment. Parce que être capable d'avoir fait ça, c'est incroyable. Et donc, depuis ce jour-là, tout a changé. La vision du monde a changé. La vision de la parentalité a changé. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit passer de l'autre côté du miroir, ça, moi, je l'ai compris. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que être papa, c'est prendre le temps. Prendre le temps d'écouter son enfant, d'écouter sa femme, d'être dans l'empathie. Je ne sais pas ce que c'était l'empathie, mais vraiment. Alors que je suis du secteur médico-social quand même, hein. Donc t'imagines bien le paradoxe. D'être dans l'empathie et de dire, ok, en fait, qu'est-ce que tu ressens ? Je suis peiné pour toi, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, j'ai travaillé pour rattraper, entre guillemets, rattraper les erreurs avec mon aîné et avec ma femme. Et ça a été le début, effectivement, de mettre des mots sur ce qu'on faisait déjà depuis 5 ans. Au final, cette éducation bienveillante que tout le monde pointe du doigt aujourd'hui comme éducation de hippie, une éducation éclairée. Enfin, en fait, juste d'écouter l'enfant avec qui on vit et de faire au mieux pour en faire moins de trauma et le moins de névrose possible pour quand il sera adulte. Et au final, on en est là aujourd'hui, ouais. On en est là, j'écoute des podcasts, je t'écoute en boucle, j'écoute Clémentine, on a acheté le livre de Marie et on télécharge ses petites vidéos. Et aujourd'hui, je suis super fière de dire que même ma grande se prête à la LSF. Et donc, on a une petite qui, depuis 9 mois, demande à changer ses couches. Je disais tout le temps à ma fille, je t'aime parce que tu es comme tu es. J'avais tellement de culpabilité au début, maintenant non, mais je t'aime parce que tu es comme tu es. Tu es mon aîné. Tu es comme tu es. Tu es belle de l'intérieur, de l'extérieur. Tu es belle, c'est tout. C'est tout. Et en fait, quand tu passes de l'autre côté du miroir, du coup, tes codes changent, en fait. Je ne disais plus tu es râleuse. Je ne disais plus tu fais un caprice. J'ai arrêté de dire, par exemple, fais ci, déjà, par exemple, j'ai arrêté. Fais ça, même si je l'ai encore. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, après, tu t'es triqué entre une culture où il n'y a aucune empathie, une mère dominante, et toi, tu dois être dans un coin à attendre, à passer de l'autre côté du miroir. Imagine bien qu'il y a des contradictions encore dans ce que je fais aujourd'hui. Hein. Complètement, même. Hein. Il y a des choses encore à travailler, mais j'ai compris qu'en fait, quand vous avez dit dans votre podcast « L'enfant est un géant », j'ai compris à ce moment-là qu'elle avait autant à m'apporter que je peux lui apporter, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une relation « j'ai le savoir, je te le transmets », comme à l'université. Je ne comprends plus maintenant, d'ailleurs, l'université, des fois, sur certains points. Enfin, le système scolaire. Mais par contre, c'est « ok, qu'est-ce que tu vas m'apporter aujourd'hui et qu'est-ce que je vais t'apporter ?» Et en fait, elle t'apprend gavé de trucs. Elle m'apprend des trucs sur les insectes. Hein. Elle m'apprend des trucs sur les dents. Hein. Mais à sa façon. Tu sais, ça fait un trou, et puis le sucre, le pain, tu vois, elle t'apprend gavé de trucs, en fait. Ça va être, par exemple, quand tu passes de l'autre côté du miroir, comment ça va aujourd'hui votre enfant à l'école, par exemple? Comment ça va aujourd'hui votre enfant? Et là, normalement, ce que je faisais, c'est, il va bien. Ah ouais? Attends, baisse-toi et demande-lui, en fait. Combien de fois ça t'est jamais arrivé, je sais pas, dans la rue? Ça va les enfants? Je sais pas, ils sont juste à côté, pose-leur la question. Et du coup, ouais, on en est là, on est 4, on vit à 4 et on est très heureux. On essaie de se justifier auprès des autres encore aujourd'hui, dans toutes ces injonctions et ces jugements et puis ces questionnements aussi, hein, parce que personne ne comprend pourquoi. Mais pourquoi vous les lâchez pas, vos gosses, pour partir en week-end? Alors là, c'est le grand débat parce qu'en fait, on peut pas les laisser encore tout de suite, ni pour eux ni pour nous, que c'est compliqué de rentrer dans l'explication de qu'est-ce que c'est l'attachement, de pourquoi ne pas crier sur ses enfants, On fait chacun comme on le ressent, en fait. Et l'équilibre, je l'ai en regardant les gens, en leur disant « Je te connais pas, tu fais ce que tu peux, et je t'aime quand même. » Dans le sens, je sais, hein, ça fait un peu bisounours, je t'aime quand même, et j'accepte comme tu es, et sois pas gêné avec moi de dire ce que tu fais. Et en fait, tu vois, tu sais, quand tu vas à l'école, les gens se regardent. Ils se regardent, ils ont peur d'être jugés, etc. Et moi, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de regarder les gens en disant fais comme tu peux. C'est pas grave, moi, t'inquiète pas, je galère aussi. Et en fait, c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, je trouve. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à toi d'il y a 5 ans? Si tu t'avais en face de toi, là, je suis toi, il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu as envie de te dire avec les mots que tu veux? Écoute ta femme, écoute ton ressenti et ne sois pas quelqu'un d'autre, en fait.
C'est-à-dire que ne sois pas ce que veulent les gens. Parce que être toi-même, il y a du bon, du mauvais dans ce qu'on est, de ce que tu es, et sois toi-même. Parce qu'en fait, tes enfants et ta femme t'aiment comme tu es, en fait. Et c'est la seule chose qui te permet de pouvoir être sûr de toi, quoi. Juste l'amour de ceux qui t'aiment vraiment pour ce que tu es. Et aujourd'hui, tu le vois avec tes filles, en fait, qui te le montrent en mode « Hé, regarde, t'as fait des erreurs, c'est pas grave, quoi. » Et je le vois aujourd'hui avec notre aînée qui est capable de gérer ses émotions comme elle peut et de les décrire avec des couleurs, des chaleurs. Comment elle m'explique comment on les enlève des mains, et du coup, j'apprends avec elle à enlever mes émotions de colère par les mains. Parce que tu te rends compte de la beauté, et donc c'est ça que je lui dirais, tu vois. Ou dire aussi, regarde ta dernière. Regarde ta dernière qui fait des signes. De la langue des signes. Du coup, elle t'explique, ouais, en fait, je veux encore un gâteau, au lieu de pleurer, de t'emmerder, comme ça te saoulait il y a 5 ans. Mais regarde, hop, encore. Eh ben ok, tu voulais juste un gâteau, en fait. Communique. Aussi, au Nathanaël d'avant. Mais tu sais, je me dirais pas grand-chose. Je me prendrais dans les bras et je me dirais, tu verras, il y a des choses pas cool. La vie, elle est pas toujours facile. Mais t'auras ta famille. T'auras 2 filles extraordinaires, un mari qui sera tout pour toi, un meilleur ami, un meilleur amour et un meilleur amant, comme on s'est promis le jour de notre mariage, qui sera ta priorité. Et oui, on vivra une aventure extraordinaire tous les 4. Et qui ne fait que commencer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.